Je suis rentré de l'hôpital après avoir vaincu un cancer et j'ai trouvé ma maison verrouillée, avec une note qui disait « J'ai continué ». Mes parents m'avaient quitté sans me dire au revoir. Ma tante m'a dit qu'ils avaient dit « Tu serais un fardeau ». Je les ai coupés un an, et un GoFundMe à mon nom plus tard, j'ai juste regardé le sol, ces mots résonnant dans un silence que je ne pouvais pas combler. Mes parents étaient partis au pas mort, simplement absents par choix. Un choix qui a brisé tout ce que je croyais sur la famille. Et maintenant, assis à la table de la cuisine de Mav, je ne pensais qu'à ce message sur la porte. Les 4 mots qu'ils m'ont laissés après avoir vaincu le cancer, nous sommes passés à autre chose. Je ne m'attendais pas à une fête de bienvenue, mais je ne m'attendais pas non plus à un abandon. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais une coquille de ce que j'étais, 30 livres de moins, chauve, pâle, épuisé par une année de lutte contre la leucémie. Mon corps guérissait, bien sûr, mais mon esprit, mon cœur, cette partie était encore à vif, toujours accroché à l'idée qu'à la fin de toute cette douleur, j'aurais au moins une famille vers qui revenir. J'ai pris un taxi depuis l'hôpital de Shadyside jusqu'à Brentwood, Pittsburgh. Je me souviens que les arbres commençaient à virer à l'orange doré, ce qui n'arrive vraiment en Pennsylvanie que vers la fin septembre. Il faisait frais mais pas froid, le genre d'air qui aurait dû sentir le nouveau départ. Au lieu de cela, je me tenais sur les marches de la maison de mon enfance, regardant une porte cadenassée et un post-it jaune, bon marché, tordu, comme si celui qui l'avait écrit ne se souciait pas de son apparence. Ils avaient juste besoin de dire quelque chose, n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils ont choisi, nous sommes passés à autre chose. Je ne l'ai pas traité tout de suite. Je pensais que c'était peut-être une blague, ou une farce, ou que je m'étais trompé de maison d'une manière ou d'une autre. Malgré la peinture écaillée sur la boîte aux lettres, je me souviens avoir aidé mon père à la remplacer il y a 3 étés. J'ai sonné à la porte. Rien. Frappé. Appelé. Le téléphone est allé sur la messagerie vocale. J'étais toujours là, sac à dos à la main, lorsque Madame Petrowski, de l'autre côté de la rue, est sortie pour vérifier son courrier. Elle a fait une petite double prise en me voyant. Ses yeux passèrent de ma tête chauve à mes 4 cicatrices en passant par le message sur la porte. Oh, dit-elle, puis elle tâtonna, ils sont partis il y a quelques semaines. Ils ont dit qu'ils allaient vers le nord. Je n'ai pas mentionné que tu rentrais à la maison. Vous ne m'avez pas mentionné? J'ai essayé d'appeler à nouveau. J'ai appelé ma mère et mon père. Ensuite, j'ai essayé d'envoyer des SMS. Un tic, pas de réponse. Non, nous sommes désolés. Aucune explication. Juste du silence. C'est Mav qui est venue me chercher. Elle a conduit près de 2 heures depuis Youngstown lorsque je l'ai appelée depuis le trottoir. Elle n'a pas posé de questions. Sur le chemin du retour, elle a juste augmenté le chauffage, m'a tendu une barre granola et m'a dit doucement, « Tu ne restes pas dans la rue. Ne t'inquiète pas. » Elle n'avait aucune idée à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Les jours qui suivirent furent flous. Je suis resté dans sa chambre d'amis, à peine capable de manger, de dormir ou même de pleurer. Je ne me souciais plus seulement de ma santé. Je pleurais ma place dans le monde. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque instant avec mes parents, me demandant si j'avais raté des signes. Avais-je fait quelque chose de mal? Étais-je trop nécessiteux, trop malade? Mais ensuite, il y a eu un retournement de situation qui m'a ramené à la concentration. C'est Mav qui l'a découvert. Un de ses collègues lui a transmis une publication sur Facebook. Je pensais que tu aimerais voir ça, lit-on dans le message. Il s'agissait d'un GoFundMe intitulé « Aider notre fils Callen à vaincre le cancer ». Soutenez le voyage d'un courageux survivant. Il y avait mon visage juste là. La photo provenait d'une visite à l'hôpital, l'une des dernières fois où ils sont venus. J'étais pâle, accroché à une machine, affichant un faible sourire. La campagne a permis de récolter près de 39 000 $. J'avais l'impression que j'allais être malade. Les mises à jour sur la page étaient écrites comme si mes parents étaient toujours à mes côtés, disant des choses comme « Callen reste fort et nous lui tenons la main à chaque séance de chimio ». Ils m'ont traité de combattant, de miracle, de bénédiction. Mais ils sont partis. Ils n'avaient même pas appelé et je n'ai jamais vu un seul centime. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi avait envie de crier. Une partie de moi avait envie de rire de cette audace. Mais surtout, je me sentais froid, trahi, utilisé. Ils ne m'avaient pas simplement laissé derrière eux. Ils ont profité de ma douleur. Je voulais des réponses,
mais lorsque j'ai essayé de les obtenir, je me suis retrouvé dans un blocage. J'ai trouvé leur nouvelle adresse grâce à une recherche dans les registres de propriété ou une communauté de maisons en rangée fermée dans le canton de Cranberry. Normalement, c'est trop cher pour eux, mais je suppose qu'avec près de 40 000 $, c'était logique. Je suis arrivé là-bas un soir, je me suis garé 2 rues plus loin et j'ai emprunté le chemin. J'ai sonné. À travers le verre dépoli, j'ai vu du mouvement. Je sais qu'ils m'ont vu. Ils n'ont pas répondu. Au lieu de cela, ils ont éteint la lumière du porche. C'était tout. C'était la dernière fois que je les voyais ni l'un ni l'autre. J'ai appelé un avocat, je lui ai tout expliqué. Il a jeté un coup d'œil à la campagne GoFundMe, au dossier financier que j'ai pu obtenir, et a hoché la tête. C'est une fraude, a-t-il déclaré. Vous avez un cas. Je m'en fichais de l'argent. Je voulais juste que mon nom soit effacé. Je voulais que l'IRS cesse de m'envoyer des lettres concernant des revenus non déclarés. Je voulais la vérité sur papier selon laquelle je n'étais pas un escroc. Cela a pris des mois, mais j'ai réussi. La collecte de fonds a été officiellement déclarée mal attribuée. Mes dossiers fiscaux ont été redressés. Mes parents, d'après ce que j'ai entendu, ont été signalés pour une vérification. Je ne leur ai plus jamais parlé. Mav n'a jamais demandé de détails ou pas vraiment, mais elle était là tous les soirs. Elle m'a préparé à dîner. Elle n'a pas dit des choses comme « tout ira bien ». Au lieu de cela, elle a dit « vous êtes en sécurité maintenant ». Ce qui signifiait plus. J'ai toujours ce post-it, celui « nous sommes passés à autre chose ». Je l'ai formulé, non pas par mesquinerie, ni même pour rappeler la douleur, mais parce qu'il marque le début de quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est le mien. Certains jours, je me réveille encore en pensant avoir tout imaginé. Que la note, le GoFundMe, le silence, ce n'était qu'un long rêve fiévreux pendant la chimio. Mais ensuite j'entre dans la cuisine et je vois le chat de Mav en train de bronzer sur le comptoir, la tasse de café ébréchée que je revendique comme mienne, et je me souviens que c'est la nouvelle normalité. Tante Mav ne m'a jamais traité comme si j'étais brisé. C'était la différence. Elle a fait de la place pour mes silences, pour les nuits où je ne pouvais pas dormir et je restais assise sur le porche arrière à regarder dans le noir. Elle m'a laissé exister sans constamment me demander « Est-ce que ça va ?» Parce que clairement, ce n'était pas le cas, mais j'essayais. Je n'ai pas raconté à beaucoup de gens ce qui s'était passé. Je ne voulais pas être le gars avec la triste histoire du cancer et un rebondissement de trahison. J'en ai parlé à quelques amis. Certains ne savaient pas comment réagir. D'autres ont pleuré pour moi. L'un d'entre eux, Jonah, mon ancien colocataire à l'université, vient de dire « Mec, tu es toujours là. C'est ce qui compte. Toujours là. » J'ai essayé de m'accrocher à ça. La récupération physique a été lente. Chaque muscle de mon corps me semblait étranger. Je marchais un demi-pâté de maison et j'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest. Mais j'ai réussi. J'ai commencé à suivre une thérapie physique 2 fois par semaine. J'ai rejoint une petite salle de sport à Boardman où personne ne posait de questions lorsque je me présentais en pantalon de survêtement et avec un masque chirurgical. Mentalement, c'était plus dur. Je n'arrêtais pas de penser, quel genre de parent fait ça? Comment abandonner son unique enfant au milieu du plus grand combat de sa vie? Non seulement abandonner, mais exploiter. Ensuite, il y avait la question que je ne voulais pas poser à voix haute, étais-je si difficile à aimer? J'ai recommencé à tenir un journal, des pages et des pages de pensées décousues, de diatribes de colère, de souvenirs confus. Je me souvenais de la façon dont ma mère soupirait chaque fois que je tombais malade quand j'étais enfant. Comment mon père m'a dit un jour au lycée, « Tu es trop sensible, Kalen. Endurcis-toi. » Peut-être qu'ils ont toujours été comme ça et que je n'étais tout simplement pas assez malade pour le voir. Un jour, en parcourant Reddit, je suis tombé sur un fil de discussion dans R Relations. Un gars a posté qu'il avait été coupé par ses parents après avoir fait son coming out. Les commentaires ont afflué aux certains en colère, d'autres solidaires, d'autres déchirants. Je me suis retrouvé à écrire, pas un message, juste un commentaire. Un petit. Parfois, ils ne sont pas ceux que nous espérions, et parfois, survivre signifie les laisser partir. J'ai obtenu 372 votes positifs. Des messages ont commencé à affluer ou des gens demandant conseil, partageant leur propre trahison, des parents disparus après le diagnostic de handicap de leur enfant,
une femme dont la mère a vidé son compte d'épargne pendant qu'elle était en cure de désintoxication ou des gens qui auraient dû être protégés mais qui ne l'ont pas été. Cela m'a fait me sentir moins seul. Je n'avais jamais prévu de partager mon histoire complète, mais après un certain temps, je l'ai fait. J'ai posté de manière anonyme, modifié certains détails. Le message est devenu viral ou des milliers de commentaires, certains sympathiques, d'autres incrédules. Une personne a dit « Ta force est terrifiante ». Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Un jour, des mois après la publication, j'étais à la bibliothèque pour aider une femme d'une 50aine d'années à s'inscrire à un cours GED en ligne. Elle m'a regardé et m'a dit « Vous êtes bon dans ce domaine. Vous donnez aux gens le sentiment qu'ils peuvent faire des choses difficiles. » Cela est resté. J'ai parlé à Mav ce soir-là et je lui ai dit que je pensais réenseigner. Pas à temps plein, pas encore, mais peut-être du tutorat, peut-être des apprenants adultes. Fais-le, dit-elle sans même lever les yeux de son livre. Le monde a besoin de gens comme vous. Alors je l'ai fait. J'ai postulé pour devenir tuteur bénévole au centre communautaire local. Mon premier élève était une jeune fille de 19 ans nommée Na, qui essayait d'obtenir son diplôme d'études secondaires après avoir passé un an en famille d'accueil. Au début, elle était sceptique à mon égard, qui ne le serait pas? Mais après quelques semaines, elle a commencé à s'ouvrir. Tu as vécu des choses, dit-elle une fois, les yeux plissés. Je peux le dire. J'ai juste hoché la tête. Elle avait raison. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis la nuit où ils avaient éteint la lumière du porche, jusqu'à ce qu'un après-midi de février, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une seule page tapée. Kellen, nous savons que tu as dit aux gens des choses qui n'étaient pas vraies. Nous vous avons donné tout ce que nous pouvions. Vous n'avez jamais été reconnaissant. Nous n'avions pas le choix. Tu devrais arrêter avant que ça ne devienne encore plus laid. Pas de signature, pas de chaleur, juste ça. Mav m'a trouvé le tenant devant le comptoir de la cuisine, les mains tremblantes. Ça va? Demanda-t-elle en posant un sac d'épicerie. Je lui ai remis la lettre. Elle l'a lue une fois, puis encore une fois, puis l'a soigneusement pliée et l'a jetée à la poubelle. Ignorez-le, dit-elle. Ils ne prennent plus de place dans votre tête. Mais ils l'ont quand même fait. Même maintenant, leurs ombres se glissaient dans mes pensées. Parfois, je pensais les avoir vus à l'épicerie ou entendre la voix de mon père à la radio. J'avais des flashs d'eux assis dans ma chambre d'hôpital, hochant la tête en silence pendant que je leur parlais des mises à jour du médecin et qu'ils faisaient semblant de s'en soucier. Mais faire semblant ne dure pas éternellement. Ce qui a duré, ce sont les gens qui sont restés, Mav, Jonah, un voisin nommé Wendell qui a pelleté notre promenade après chaque tempête de neige et m'a dit une fois, vous savez, vous n'êtes pas comme la plupart des jeunes. Vous regardez les gens dans les yeux. J'ai essayé de continuer à faire ça, regarder les gens dans les yeux, être honnête, être présent, même quand ça faisait mal. Surtout alors. Ce n'est qu'au printemps que j'ai recommencé à dormir toute la nuit. Pas toujours, mais le plus souvent. J'ai arrêté de me réveiller dans cette panique froide et déchirante qui me hantait depuis mon retour devant cette porte cadenassée. Quelque chose à propos de l'odeur de l'herbe coupée, de la chaleur qui revient dans l'air, cela m'a rappelé que les choses pouvaient encore pousser, même après l'hiver, même après tout. Je construisais quelque chose tranquillement. Le tutorat est devenu plus qu'une simple affaire de bénévolat. Marsha, une coordinatrice du programme, a remarqué que j'avais le don d'entrer en contact avec les étudiants les plus coriaces, ceux qui avaient déjà renoncé à eux-mêmes. Elle m'a demandé si je voulais faire quelques heures rémunérées chaque semaine, aider à concevoir une partie du programme. J'ai dit oui avant qu'elle ait fini sa phrase. Ce n'était pas un travail glamour. Le centre était vieux et le chauffage tombait en panne un mardi sur 2. Mais c'était réel. Les gens sont arrivés avec rien d'autre qu'un rêve GD, sont repartis avec les outils nécessaires pour construire quelque chose de mieux. J'ai recommencé à attendre avec impatience le lundi matin. Et c'est là, dans une de ces salles de classe délabrées avec des plafonniers vacillants et des chaises grinçantes, que quelque chose en moi a changé. Pas d'un seul coup, pas comme un moment dramatique dans un film, juste une prise de conscience discrète. Je suis toujours là et je compte. C'est aussi simple que ça. C'est si puissant. Mais le traumatisme ne disparaît pas une fois que vous avez trouvé un but. De temps en temps, j'ouvrais mon téléphone et regardais les vieilles photos que je n'avais toujours pas supprimées. Ma mère dans la cuisine préparant de la purée de pommes de terre instantanée, mon père sur le porche avec une bière à la main et cette expression illisible qu'il avait toujours,
nous trois à un match des Pirates quand j'avais 12 ans, moi souriant, le visage maquillé, mon père ayant déjà l'air de regretter d'y être allé. Ce n'étaient pas des monstres. C'était la partie la plus difficile. Ils étaient simplement creux, incapables de supporter le poids de quelqu'un d'autre que le leur. Et quand le mien est devenu trop lourd, ils l'ont laissé tomber. Je pense que c'est ce qui m'a le plus brisé, pas leur départ, mais le fait de réaliser qu'ils en étaient toujours capables. Je ne l'avais tout simplement pas vu. Mav m'a gardé les pieds sur terre. Nous avions un rythme tranquille dans nos journées. Elle arrosait ses plantes le matin et je préparais du café. Nous lisions le journal ensemble, parfois en silence. Elle n'a jamais pleuré, mais elle a tout remarqué. Un dimanche matin, nous étions tous les deux dehors, elle avec ses gants de jardinage, moi en train de dessiner quelque chose pour un plan de cours et elle a dit, totalement à l'improviste. Vous savez, votre mère a toujours pensé qu'elle était le centre de chaque pièce, mais elle ne savait pas comment rester lorsque les lumières baissaient. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de rester assis. Mav n'en parlait pas souvent, mais quand elle le faisait, ce n'était jamais cruel, juste honnête. Elle m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant, comment Marine avait quitté la maison à 17 ans et n'était revenue que pour récupérer sa boîte à bijoux, comment elle avait menti à propos de Mav à leur père sans jamais s'excuser, comment elle semblait toujours à un pied de la porte. Elle adorait l'idée d'être mère, a dit un jour Mav, mais elle n'aimait pas le fait que tu aies besoin d'elle. C'était une sorte de réconfort d'entendre cela non pas parce que je voulais vilipender ma mère, mais parce que je voulais comprendre. La compréhension a fait en sorte que cela ressemble moins à un échec personnel. Pourtant, même avec le contexte, certaines blessures n'ont pas cicatrisé. Un soir après le cours, je me suis arrêté à l'épicerie pour récupérer quelques affaires. Alors que je tournais le rayon des surgelés, j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Kellen ? Je me suis retourné. C'était Jenna, une vieille amie du lycée. Nous n'étions pas très proches à l'époque, mais nous avions quelques cours ensemble, nous avions l'habitude de nous asseoir les uns à côté des autres lors des assemblées. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu. « Oh mon Dieu », dit-elle. J'ai entendu ce qui s'est passé. À propos du cancer. À propos de tes parents. Je ne savais pas si c'était vrai. Je veux dire, j'ai lu quelque chose en ligne, quelqu'un a dit avoir vu ton message. J'ai fait un demi-sourire, essayant de ne pas me replier sur moi-même. Ouais, c'était vrai. Son visage s'adoucit. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas imaginer. Je veux dire, ta mère se vantait de toi tout le temps. Il a dit que tu allais devenir écrivain ou professeur ou quelque chose de grand. Cela piquait plus que cela n'aurait dû. Elle m'a donné son numéro avant que nous nous séparions, et m'a dit que si jamais je voulais prendre un café, elle adorerait me rattraper. Je ne savais pas si je lui enverrais un jour un message, mais j'ai quand même enregistré le numéro. Non pas parce que je cherchais quelque chose, juste parce que ça faisait du bien d'être revu. Pas comme le gars que ses parents l'ont abandonné. Pas en tant que survivant du cancer. Juste Kellen. Quelques semaines plus tard, j'ai enfin trouvé le courage d'envoyer un email à GoFundMe. Il ne s'agissait pas de rouvrir l'affaire, cette partie était close, l'argent avait disparu depuis longtemps, les dégâts étaient causés. Mais je voulais qu'il sache. Je voulais en parler à quelqu'un de officiel, même si rien n'en sortait. J'ai tout expliqué, j'ai joint une preuve. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais quelques jours plus tard, une personne nommée Rena de l'équipe de confiance et de sécurité m'a répondu par email. Elle s'est excusée abondamment, a déclaré qu'ils avaient signalé le compte de manière rétroactive et avaient mis à jour leur politique depuis lors. Elle termine le message par « Nous admirons votre force. S'il vous plaît, laissez-nous savoir si nous pouvons faire autre chose. » Ce message est resté dans ma boîte de réception pendant des jours. Je l'ai relu plus de fois que je ne veux l'admettre. Ce n'était pas vraiment de la justice, mais c'était une validation, et c'était plus important. Le temps a passé. J'ai reçu une offre à temps partiel pour enseigner un cours d'écriture créative au collège communautaire local. Rien d'extraordinaire, juste les mardis soirs dans une salle de classe qui sentait les marqueurs pour tableau blanc et le café rassis. Mais cela m'a permis de me sentir à nouveau moi-même, comme le Kellen qui avait des rêves avant les hôpitaux, la trahison et les notes collées sur les portes verrouillées. Je l'ai dit à Mav en rentrant à la maison. Vous ne vous contentez plus de survivre. Elle a dit, vous construisez. Elle avait raison. Pourtant, certains jours étaient plus durs que d'autres. J'ai gardé mes parents bloqués, mais je savais qu'ils pouvaient me trouver s'ils le voulaient vraiment.
J'attendais toujours qu'un email apparaisse, un message surprise. Mais aucun n'est venu. Le silence peut être une arme, mais il peut aussi être un choix. Je le choisissais maintenant aussi. Ce n'était pas une vengeance que je recherchais. Pas vraiment. Avant, je pensais que ce serait, j'avais besoin qu'ils souffrent, que j'avais besoin qu'ils ressentent ce que c'était que d'être jetés comme des déchets sur le trottoir de leur nouvelle vie. Mais quelque part en cours de route, quelque part entre les séances de tutorat et les dimanches matins tranquilles et la façon dont Mav préparait toujours le thé sans me demander si je l'aimais parce qu'elle le savait déjà, j'ai réalisé ce que je voulais vraiment. Je voulais m'en libérer. Pourtant, la liberté signifie parfois régler les détails, surtout lorsqu'ils sont diffusés haut et fort en public, transformant des demi-vérités en récits qui font de vous le méchant de votre propre vie. Tout s'est mis en place lentement, presque par accident. Un de mes étudiants, Xavier, un enfant malin qui essayait d'obtenir son jet d'avant 20 ans, réalisait un projet final sur l'éducation aux médias. Un jour, il m'a apporté un diaporama intitulé Escroquerie et sympathie, comment les collecteurs de fonds en ligne s'énervent. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il n'en avait aucune idée. Je lui ai demandé prudemment quelles étaient ses sources. Il haussa les épaules et dit qu'il avait trouvé un tas d'articles, quelques posts sur Reddit, et même une histoire de survivants anonymes sur un forum qui semblait bien trop réel pour être faux. Ce message du forum. Le mien. Et soudain, ça a cliqué. Peut-être que je ne pourrais pas remonter le temps. Peut-être que je ne pouvais pas faire en sorte que mes parents s'en soucient, ou leur rendre l'argent, ou défaire ce qu'ils avaient fait. Mais je pourrais les exposer. À mes conditions. Avec précaution, publiquement, non par méchanceté, mais par vérité. J'ai passé les semaines suivantes à rassembler tout ce que j'avais, des captures d'écran, des relevés bancaires, l'avis de l'IRS, des emails de GoFundMe, et même les pages encaissées de la collecte de fonds originale. Merci, Wayback Machine. Je ne les ai pas nommés directement, pas au début. Je n'essayais pas de lancer une chasse aux sorcières, mais j'ai créé une histoire, soignée, organisée, indéniable. Je l'ai intitulée « Le coût de la survie, quand une famille vous trahit après un cancer ». Je l'ai partagée sur Medium, Reddit, Facebook. Je l'ai présentée à quelques petits blogs qui couvraient la fraude et les abus à but non lucratif. Puis, tranquillement, je l'ai envoyée à un journaliste local qui couvrait des histoires d'intérêt humain autour de Pittsburgh. Elle a répondu dans les 2 jours. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai donné des documents, je lui ai expliqué tout cela. Elle était prudente, réfléchie, posait les bonnes questions. Son éditeur l'a approuvé pour un article du dimanche dans la section communautaire. Et puis c'est arrivé. L'histoire a explosé. Titre, un survivant abandonné par ses parents pendant une bataille contre le cancer, découvre ensuite qu'ils ont utilisé son histoire à des fins lucratives. C'était partout au pas viral à la manière de TikTok, mais de la manière silencieuse et dévastatrice qui persiste. Les gens l'ont lu, commenté, ont partagé leur propre trahison, ont partagé leur propre force. Une radio locale l'a capté. Puis un podcast. Je n'ai jamais utilisé le nom de mes parents, mais les gens l'ont compris. Ce sont d'anciens voisins, des amis d'église, des collègues de travail. Ce n'était pas difficile de relier les points. Je ne les ai pas faits. Je n'en avais pas besoin. La vérité a fait le travail. J'ai appris par Mav, qu'il a entendu par l'intermédiaire de son groupe de tricot, qu'on avait demandé à Trevor de quitter son emploi à la coopérative de crédit. Quelque chose à propos de « conduite inconvenante ». Le travail à temps partiel de Maureen au district scolaire s'est tari peu de temps après. Les messages ont alors commencé à arriver, non pas d'eux, mais de personnes qu'il connaissait. Je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, j'aurais aidé. Ta mère a toujours dit que tu étais têtu. Maintenant, je vois que tu étais juste fort. Tu méritais mieux. Et puis, enfin, des mois après la mise en ligne de l'article, une lettre. Vrai courrier, pas d'adresse de retour. Mais l'écriture était celle de ma mère, serrée, contrôlée. Nous ne nous attendions pas à ce que vous nous détestiez. Nous essayions aussi de survivre. Peut-être que vous comprendrez lorsque vous serez vous-même parent. J'espère que vous pourrez trouver la paix. Nous sommes désolés si vous vous êtes senti abandonné. Ce mot, si, toujours incapable d'assumer l'entière responsabilité, est toujours en train de renverser la situation. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas gardé la lettre.
Je l'ai jeté dans la cheminée et suis retourné à mon plan de cours. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus cette version de moi-même, le garçon qui attend que ses parents fassent la bonne chose. J'avais construit quelque chose. J'avais aidé les gens. J'avais enseigné à des dizaines d'étudiants. J'avais publié des essais. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un panel de survivants. Je travaillais même sur un livre, un recueil d'essais intitulé Fardeau, un mémoire sur le fait d'être laissé et de passer à autre chose. C'était réel. C'était le mien. Je ne les avais pas brûlés. J'avais simplement allumé les lumières. Et ce faisant, j'ai finalement compris quelque chose que Mav m'avait dit un jour, tranquillement, pendant qu'elle pliait le linge, tu n'as pas besoin de ruiner les gens pour gagner, Kellen. Tu dois juste les dépasser.